Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser le président de la région Picardie, Claude Gévert, qui est malheureusement resté coincé dans des embouteillages aux abords de Paris et qui ne peut pas nous rejoindre. Mais c'est avec plaisir qu'en tant que vice-présidente de la région en charge de la recherche et du transfert de technologies, je suis donc Anne Ferreira, je le remplace cet après-midi au pied levé. Alors vous le savez tous, la Picardie est une terre fertile, connue pour ses terres agricoles, mais c'est aussi une terre fertile au niveau de ces hommes et de ces femmes, et aujourd'hui particulièrement fertile en projets de recherche et d'innovation, projet que le Conseil régional a à cœur de porter avec un grand volontarisme politique. Aujourd'hui, je suis donc avec trois personnes, bien sûr le professeur Bernard de Vauchel, qu'on ne présente plus, Agnès Delahaye, qui est la directrice du service recherche et enseignement supérieur, et Antoine Marguet, qui est journaliste et qui animera cette séquence. Donc la Picardie, un territoire sur lequel un certain nombre de recherches et d'innovations avec des pôles de compétitivité importants, le pôle industrie agro-ressources, le pôle e-trans et un pôle Uptex. Et aujourd'hui, fière et forte de ses personnalités et de son réseau santé, la Picardie entend bien aussi porter un nouveau pôle d'excellence autour de la construction et de l'innovation de cet institut qui s'appellera l'Institut Fairfax. Donc aujourd'hui, l'objet de cette réunion, c'est de vous présenter cet institut, de vous en dégager aussi un certain nombre d'enjeux, aussi les conditions de sa réussite. Et pour cela, je vais tout de suite appeler le professeur de Vauchel qui va nous parler de ce beau projet. Merci. Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, c'est dans une enceinte peu habituée à entendre ce type de discours que nous oserons d'abord dire que si la Picardie est au cœur de l'Europe, il fut un temps où il fut un moment où l'Europe fut au cœur de la Picardie et bien davantage encore. Sous cette interrogation un petit peu provocatrice se cache toute une histoire. L'histoire de la terre picarde marquée par ses paysages, marquée surtout par le souvenir de la Grande Guerre où tout près de sa capitale se déroulèrent en juillet 1916 d'importants combats et nos campagnes sont marquées par ces cimetières militaires. Grande guerre où se concentrèrent sur la terre picarde un nombre considérable de soldats, d'armées venues du monde entier et où les nouvelles armes créèrent un nombre extraordinairement important de traumatismes de toutes sortes, et notamment de traumatismes faciaux. C'est après cette grande guerre qu'est née cette association d'aide aux victimes de traumatismes de la face, connue sous le nom de Gueule cassée, dont vous lisez avec moi la devise. Et à voir tous ces visages marqués, on peut comprendre tout naturellement que nous ayons eu vocation, sur le plan chirurgical, à nous orienter personnellement vers la réparation de ces grands défigurés. Vous voudrez bien me pardonner les quelques images agressives que vous verrez, mais peut-être aussi faut-il apprendre à regarder autrement ceux qui sont différents de nous et qui sont marqués par les traumatismes. Chacun d'entre vous se souvient de cette année 2005 où nous avons eu la chance de pouvoir réaliser la première transplantation d'une partie du visage, la première greffe de visage, et incontestablement, à l'image de ce qui avait été réalisé en 1967 par le professeur Barnard, il y a là, à travers cette aventure chirurgicale, un bon nombre d'interrogations qui ont été posées et que nous continuons
de nous poser. L'histoire est simple, je vous la rapporte brièvement. Fin mai, début juin 2005, arrivée de cette patiente gravement mordue par un chien et dont il était impossible de retrouver le fragment manquant, impossible aussi de reconstituer avec les techniques classiques les lèvres supérieures, les lèvres inférieures, et très rapidement, parce que nous étions personnellement investis dans la recherche de pointe en termes de réparation des mutilations faciales, est venu à l'esprit que seule une transplantation, jusqu'à présent jamais réalisée, était susceptible de redonner à cette patiente figure humaine. À travers le calendrier que vous voyez sous les yeux, vous voyez ces étapes qu'il a fallu franchir en termes d'autorisation, tout ce temps passé étant mis à profit pour préparer cette transplantation qui, sur le plan de l'organisation, a mis en œuvre une équipe d'une cinquantaine de personnes, chacune ayant un rôle parfaitement défini pour le moment venu, le moment où le donneur serait disponible, chacun exécute très exactement la charge qui lui revenait. Pendant ce temps-là, il fallait également préparer la patiente pour une intervention chirurgicale dont on ne connaissait pas tout à fait ce qu'il en adviendrait après. Certes, les transplantations étaient connues, certes, nous savions le poids des traitements immunosuppresseurs, mais nous ne savions rien de la récupération fonctionnelle que nous espérions avoir après cette transplantation. Paysage picard pour ici illustrer ce long temps d'attente, plus de 3 mois avant d'obtenir les autorisations, 2 mois encore avant d'obtenir l'annonce qu'il y a une donneuse potentielle qui accepte ou dont la famille accepte qu'une partie du visage soit prélevée pour recouvrir cette mutilation faciale qui, entre-temps, bien évidemment, avait considérablement rétracté avec des conséquences fonctionnelles non négligeables en termes d'élocution et en termes de déglutition. La donneuse, elle, est une femme un petit peu plus âgée, en état de mort cérébrale, comme la plupart des transplantations, et pour laquelle il y a comme condition un appariement en termes de groupes sanguins et de groupes tissulaires. Et c'est par une nuit de neige et de froid qu'a été réalisée cette transplantation. L'organisation des équipes venues de Bruxelles, de Lyon, de Nantes convergent vers Amiens, d'autres convergent vers là où la donneuse était, et simultanément, 2 équipes chirurgicales se mettent au travail, l'une aux côtés de la donneuse pour, certes, réaliser le prélèvement au niveau de la face, mais réaliser également un autre prélèvement qu'on appellera le greffon sentinelle, et parallèlement au cours de cette très longue nuit, du côté de la receveuse à Amiens, en terre picarde, la préparation du site receveur. Et cette préparation du site receveur, à comparer aux images que vous avez pu voir antérieurement, laisse une perte de substance faciale considérable qu'il va falloir reconstruire avec un transplant parfaitement adapté, non seulement en forme, mais également destiné à retrouver toutes les fonctions. Voilà donc le prélèvement auprès de la donneuse avec une dissection extrêmement minutieuse des vaisseaux, des nerfs. Voilà la perte de substance chez la receveuse après que la dissection chirurgicale ait permis de retrouver l'ensemble des vaisseaux destinés à être réanastomosés, vaisseaux d'1,5 mm, 2 mm, et puis les nerfs, les muscles et les structures tissulaires adjacentes. Voilà, à travers 3 diapositives, ce moment clé où le transplant dévascularisé, sorte de chiffon informe, sans vie, va, après la réanastomose des vaisseaux,
et une fois l'éclan levé, retrouver coloration, retrouver consistance, retrouver forme. Voilà, à la fin de l'intervention, le visage de la patiente reconstitué, avec au milieu le transplant facial et puis les quelques petits drains et les points de suture que vous voyez. Voilà sur le nez de cette patiente la trace, la cicatrice de ce que la donneuse avait eu à cause d'un pansement qui avait été mis en place et qui, en quelques jours, va totalement cicatriser. Savoir que la greffe faciale n'exclut pas auprès du donneur le prélèvement des autres organes. C'était ce qui nous avait été imposé par l'Agence de la biomédecine, et la donneuse a donné également un cœur qui sera transplanté à Paris, les poumons, le foie et les reins. De même, il était indispensable de représenter le corps de la donneuse à sa famille, et devoir nous a été fait de reconstituer, grâce à un masque de silicone, le visage de cette donneuse. Et avoir le visage de cette interne à la fin de la reconstitution, la gravité qu'on lit, on peut comprendre tout le poids, toute l'émotion qui existait dans ces moments importants. Reconstituer la face de quelqu'un nécessite que l'on institue un traitement immunosuppresseur et un certain nombre de dispositions techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ont été prises de manière à éviter le rejet. C'est ainsi que du sang de moelle osseuse a été prélevé chez la donneuse et, après filtration, réinjecté chez la receveuse. De même, le traitement immunosuppresseur assez classique, et dont on voit sur cet histogramme qu'il va aller en diminuant, a permis d'éviter des rejets massifs. Nous ne savions pas comment les choses allaient totalement fonctionner. Certes, sur le plan anatomique, la reconstitution apparaissait d'emblée très satisfaisante. Certes, d'emblée, nous avions la certitude que sur le plan chirurgical, le résultat était assuré. Cependant, il fallait que la patiente retrouve ses fonctions. Et avoir ces images comparées de la receveuse 2 mois, 1 an, 2 ans et demi, 3 ans après, on voit petit à petit s'animer, se restaurer les fonctions de communication, les fonctions d'expression que doit avoir tout visage, en même temps que se restaurer la sensibilité, sensibilité au chaud, sensibilité au froid, et sensibilité également extrêmement fine. Et à comparer le visage de la receveuse en novembre 2006 avec le visage qu'elle avait en juin 2001, soit 4 ans avant son traumatisme, eh bien, on s'étonne d'une certaine ressemblance. Et j'invite chacun d'entre nous, chacun d'entre vous à regarder peut-être sur sa photographie de permis de conduire ou de carte d'identité et s'interroger, est-ce bien moi qui suis sur la photographie? Voilà pour ce qui relève de la transplantation. Cette transplantation eut un retentissement médiatique certain. Et reprenant ici les lignes d'une compagnie d'aviation, il faut savoir que les médias du monde entier ont bien évidemment rapporté l'événement et que nous-mêmes avons été sollicités pour faire des conférences de l'Australie à la Chine, de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord et bien évidemment dans l'ensemble des pays de l'Europe, du Moyen-Orient et en Afrique. De cette première transplantation faciale, bien sûr, sont nées des envies d'en faire d'autres, et très rapidement, un certain nombre d'équipes se sont efforcées d'en entreprendre, bien qu'aujourd'hui, 4 ans après, il n'y en a eu que 7 qui ont été réalisées, la seconde en Chine, la 3e en France, à Paris,
puis 2 aux États-Unis et 2 autres encore à Paris. Je ne peux pas montrer les résultats qui ne sont pas encore parus et qui n'ont pas été diffusés. Ce qui est certain, c'est s'arrêter à l'aventure chirurgicale ne présentait aucun intérêt. Il fallait que de cette aventure naisse une volonté de comprendre, une volonté de recherche, et cette recherche s'est orientée dans différentes directions ici rappelées. Il faut en effet qu'un jour, pour reprendre l'expression de Voltaire, on trouve enfin l'art de donner une tête à qui n'en a point, et sachez qu'il existe aujourd'hui dans notre pays, indépendamment de ceux qui ont combattu sur les champs de bataille, bon nombre de gens qui se terrent à leur domicile, victimes de traumatismes, victimes de maladies, totalement défigurées, avec les répercussions que l'on peut imaginer en termes de fonction. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, en quelque sorte, transformer, pardonnez-moi l'expression rubillistique, transformer cet essai, faire en sorte que cette aventure serve désormais pour les autres défigurer ceux que nous hésitons à regarder, ceux que nous ne voyons pas parce qu'ils se cachent chez eux. De là est né ce désir de créer en terre picarde, accolé au centre hospitalo-universitaire, mais créant un réseau régional et on va le voir international, un institut totalement dévolu à la défiguration que nous avons préféré appeler de manière positive Institut Fairface ou Facing Faces Institute. Il était dans notre désir d'accompagner, à l'image de ce qui est fait dans d'autres grandes villes universitaires de France, le progrès médical. La chirurgie maxillofaciale ou la chirurgie reconstructrice de la face n'est pas bien connue et sans doute à tort. Et notre volonté n'est pas tant de faire du prosélytisme pour une discipline que de travailler pour faire en sorte que la défiguration soit aujourd'hui réparée dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il est non seulement nécessaire de réunir en un lieu les chercheurs, les patients, mais de fédérer les multiples équipes de recherche parsemées au niveau de l'Europe, et on va voir comment se décline ce projet. 3 objectifs sont clairement définis. Le premier est un objectif de formation, non pas de formation des jeunes chirurgiens, mais de formation des chirurgiens déjà rompus aux techniques classiques, de manière à leur donner la possibilité d'accéder à des techniques de pointe, grâce notamment aux découvertes technologiques, microchirurgie, chirurgie mini-invasive, robotique chirurgicale. Il faut que ce lieu soit également un lieu de communication. Nous avons déjà évoqué cet aspect de notre vocation, dire, apprendre qu'il faut regarder le visage de l'autre de manière peut-être un petit peu différente. Et puis, chacun est convaincu qu'il n'y a pas de formation de haut niveau sans recherche associée, et nous allons voir comment nous souhaitons à l'avenir décliner cette recherche. Institut pluridisciplinaire dont les 3 objectifs s'interpénètrent pour être les plus efficaces possibles. Nous allons réunir dans ce lieu un plateau technique nous autorisant, on va le voir comment, grâce notamment à un partenariat régional, une expérimentation sur gros animaux et la réalisation d'une formation chirurgicale à ces techniques de pointe sur gros animaux. En partenariat avec à la fois l'université locale, l'université technologique de Compiègne
et d'autres universités européennes, nous allons énormément travailler sur l'image, les modélisations tridimensionnelles et l'utilisation de la transformation de l'image pour accéder de manière plus sûre et moins invasive au lieu d'intervention chirurgicale. Et puis, à l'instar de ce qui est fait notamment en chirurgie digestive à Strasbourg par le professeur Maresco, que chacun connaît, eh bien, nous allons développer un programme d'apprentissage virtuel. Voilà les principaux champs chirurgicaux de formation que nous souhaitons investir, ou plutôt poursuivre, car ils sont déjà d'actualité. Assise multidisciplinaire également pour ce qui relève de la recherche, à la fois par notre passé, notre investissement personnel et de l'ensemble de l'équipe dans un certain nombre de domaines de recherche, tant de recherche en termes de biomatériaux qu'en termes de sciences humaines et sociales. Nous allons, dans cet institut et sur différents plateaux techniques, permettre à des équipes venues de l'Europe de développer des recherches particulières dans ces 7 grandes lignes que nous avons déclinées ici. Et bien évidemment, de nombreux partenariats sont déjà conclus. Approche forte de communication à l'image de ce que nos collègues anglais ont créé dans leur société qu'ils appellent Changing Faces, il convient d'apprendre à regarder le défigurer autrement et l'aider lui aussi peut-être à se regarder autrement. Pour arriver à mener à bien cet objectif, né à la suite d'une magnifique aventure chirurgicale, il convenait de réunir les partenaires de la région et de réunir ceux qui, sur le plan de la chirurgie reconstructrice des mutilations faciales, en Europe et en France, seront nos partenaires obligés et donc privilégiés. Partant du réseau régional, nous dirons d'emblée que nous avons reçu à notre initiative une écoute extrêmement favorable, tant du centre hospitalo-universitaire, dont je salue la présence du directeur général ici, que du Conseil général, du Conseil régional et de la communauté urbaine. Au niveau national, nous avons reçu également de la part des sociétés scientifiques très spécialisées un accueil, une volonté de partenariat évidente. Quant au niveau européen, notre propre implication en tant que responsable de l'European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery nous a permis de compter sur la collaboration des principales équipes de recherche en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, dans les pays scandinaves notamment. Le tissu scientifique régional repose, nous l'avons dit, sur un partenariat fort au sein de notre propre université, mais également avec l'Université technologique de Compiègne pour toute la partie technologie et avec l'Institut polytechnique La Salle de Beauvais pour ce qui relève de la chirurgie expérimentale et de la chirurgie sur gros animaux. Autrement dit, ce réseau régional est aujourd'hui créé, solidaire, volontaire et veut mener à bien ce projet dans les années qui viennent avec un calendrier extrêmement serré. Il est clair que de la recherche en santé, il n'est possible d'en faire qu'en étroite relation avec les structures de soins, et nous allons bénéficier de la dynamique de création du nouveau centre hospitalo-universitaire d'Amiens sur son monosite qui draine aujourd'hui
un nombre extrêmement important de malades et dans lequel nous sommes parfaitement intégrés, eh bien, nous allons profiter de cette dynamique pour y adosser cet institut de façon à ce qu'il y ait non seulement de la chirurgie expérimentale, mais également de la chirurgie en live et des possibilités de recevoir, comme nous avons la chance de le faire aujourd'hui, des malades venus du monde entier solliciter ces techniques de pointe. Nous disposerons là de tout l'équipement technique moderne dont nous avons besoin. Nous aurons besoin, bien évidemment, d'un partenariat avec les industriels locaux de manière à demeurer à la pointe de la technologie. Quand je parle de partenaires locaux, de partenaires à l'échelle du pays et sans doute aussi à l'échelle de l'Europe, pour, en termes de formation, en termes de communication, en termes de recherche, demeurer à la pointe du progrès. What if IFF, telle était la question posée sur la première image, l'Europe au cœur de la Picardie. Eh bien voilà, c'est sur le plan de la structure juridique une association à but non lucratif qui aujourd'hui est hébergée par le CHU mais qui va bénéficier, n'est-ce pas, du statut d'une fondation. Les besoins sont considérables, évalués à la hauteur de 13 millions d'euros pour l'investissement et après, avec nécessairement des fonds nécessaires à son activité qui serait de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros au départ par année pour débuter. Nous sommes en partenariat non seulement avec les institutions, mais nous sommes guidés personnellement, car ce n'est pas notre métier, par des partenaires qui sont aujourd'hui présents ici et sont bien évidemment à votre disposition pour vous éclairer sur les besoins que nous avons et sur la façon dont le calendrier a été établi pour que, à l'horizon 2012, eh bien, nous puissions récolter de ce mois de juin 2009 les fruits de la moisson. What if IFF? IFF, c'est juin 2012, grâce à vous et grâce au partenariat que nous avons sur le plan régional. Je vous remercie. Si on veut bien me donner le micro. Je pense qu'on peut d'ores et déjà souligner une première chose. L'aspect esthétique de cette présentation est absolument parfaite. Vous nous en donnez toujours l'habitude, mais là c'est d'autant plus vrai. C'est fait avec précision, avec pertinence, avec pédagogie et avec clarté. Il y a donc du savoir-faire du professeur de Vauchel, mais aussi le faire savoir. C'est une valeur partagée, je crois, en Picardie, avec le Conseil régional de Picardie. Voilà, c'est toujours impressionnant pour nous, en tout cas, de découvrir et de prendre conscience du chemin parcouru et de comment vous le transformez, cette aventure exceptionnelle. Voilà, le professeur de Vauchel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, des plus naïves aux plus impertinentes, évidemment, que ce soit sur l'opération, mais aussi sur l'après-opération, sur ce fameux Institut Faire Face. Si vous avez des questions, profitez-en, ils sont là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, je vous en prie, vous manifestez et on viendra vous apporter un micro. Il y a deux jeunes femmes. Simplement, moi j'ai une première question avant que le public se décide, mais est-ce que vous avez conscience du chemin parcouru? Est-ce que vous projetez encore plus loin avec cet institut? À conscience du chemin parcouru sur le plan personnel, certes. Conscience du chemin parcouru en termes de transplantation, il y a encore beaucoup à faire. Et je suis persuadé que ce que nous avons fait peut-être de manière presque empirique, mais au sens noble du terme, à un moment donné, tout cela reposait quand même sur l'expérience des autres transplantations, a besoin aujourd'hui justement de ce type d'outils pour continuer de progresser.
chemin parcouru, beaucoup de chemin à parcourir encore. L'innovation ne vaut que si elle est partagée? Ah, c'est évident. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Profitez-en. Le professeur Levachel est quelqu'un qui a généralement très difficile à attraper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part au professeur Levachel ou alors aux partenaires du conseil régional. Il y a beaucoup de timides. Il y a une chose qui est assez impressionnante dans la présentation sur l'humanité donnée à ce visage. On a vu les photos et le déroulé des photos. Aujourd'hui, le greffon, on a vraiment la sensation, comme vous le faisiez remarquer, qu'il fait partie du visage de celle qui a reçu ce greffon. C'est une dimension qu'on ne mesure pas bien, en tout cas pour le grand public. C'est une intégration pleinement réussie, très humaine pour vous? Parmi les premières critiques, n'est-ce pas, qui ont été faites après cette première, et les critiques ont été violentes, hein, à certains moments, on s'en souvient, critiques auxquelles on a répondu d'ailleurs sur le plan strictement scientifique, figurait cet aspect-là. Est-ce que la patiente va pouvoir accepter ce qui ne lui appartient pas? Est-ce que demain, elle ne va pas arracher tel un masque, n'est-ce pas, cette partie du visage qui vient d'un autre? Et donc, intégration. Alors, intégration, elle existe à différents niveaux. L'intégration, elle existe d'abord, on l'a vu tout à l'heure, sur le plan moteur, ça bouge. Quand elle est contente, elle sourit et on voit que c'est un sourire. Quand elle a de la peine, elle fait une grimace et on voit que c'est une grimace et qu'elle a de la peine sur son visage. Autrement dit, intégration pour nous sur le plan anatomique et physiologique, c'est évident. Elle sent très exactement comme vous et moi, quand elle met la main, quand c'est chaud, quand elle fume sa cigarette, elle sent sa cigarette entre ses lèvres. C'est pas bien de fumer, je sais, mais on nous l'a d'ailleurs également reproché. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, on parlait de développement en termes de recherche. Nous avons travaillé en collaboration avec l'Institut des sciences cognitives de Lyon. Bien. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est que nous avons découvert que quelqu'un qui est amputé de la main, d'une partie du corps, en l'occurrence une partie du visage, et qu'il a donc perdu une fonction, eh bien la partie du cerveau qui correspond à cette région anatomique se met en sommeil et qu'elle est complètement recouverte par les parties du cerveau adjacentes, autrement dit par les organes adjacents, ce qui fait que quand on demande à quelqu'un qui est amputé de la main de bouger de la main, il ne se passe rien dans l'air là-haut. Par contre, quand on lui demande de bouger le bras, si tant est qu'il a encore le bras, eh bien là où l'aire corticale correspond à la main, eh bien ça bouge. Autrement dit, l'aire corticale de la main a été colonisée par l'aire corticale du bras. Et ça, très bien, c'est une chose, voilà, vous êtes amputé, l'image se ferme sur le cortex cérébral. On vous réimplante un organe, une main, un visage, et 6 mois après, eh bien, la zone qui s'était éteinte totalement se réveille de nouveau. La main réimplantée, le visage réimplanté qui bouge de nouveau, qui commence à sentir, le cerveau le reconnaît. Autrement dit, quand on parle d'intégration, il y a l'intégration sur le plan physiologique, il y a l'intégration sur le plan cortical, neurologique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une intégration sur le plan psychologique. Et quand on interroge la patiente, et là c'est tout à fait intéressant, elle dit bien que c'est à la fois elle et pas elle. Mais elle dit d'abord, et c'était une journaliste qui l'avait interviewée pour une grande chaîne de télévision il y a 1 an à peu près, et à qui elle a répondu cette phrase absolument terrible, vous savez, sans visage, on n'est rien. À partir du moment où vous avez redonné humanité à quelqu'un, figure humaine selon l'expression consacrée, eh bien, à l'évidence, le transplant est intégré. On voit que vous avez pris du recul et accumulé beaucoup de données sur cette première. Cet institut Fairface, est-ce qu'il va vous permettre d'aller encore plus loin et de devenir un pôle d'excellence dans cette matière, réellement, concrètement? C'est l'ambition en tout cas.
Oui, enfin, attention, l'Institut Fairfax n'est pas un lieu de soins, il est adossé à un lieu de soins. Autrement dit, les bénéfices obtenus en termes surtout de recherche seront directement appliqués aux soins qui seront réalisés dans l'hôpital universitaire adjacent. Bien, c'est vrai, nous avons eu la chance d'être en pointe, nous avons envie de rester en pointe, on se donne les moyens, grâce à cet institut, d'être en permanence en pointe dans tous les champs de la chirurgie reconstructrice de la face. Cet institut ne veut pas concentrer en un lieu toute la recherche, ce serait un non-sens, si vous voulez. D'abord parce que la recherche, elle part dans des tas de directions. Elle est là, par contre, pour fédérer les multiples centres de recherche qui existent aujourd'hui en Europe, dans d'autres centres hospitalo-universitaires, dans d'autres laboratoires de recherche, de manière à éviter les redondances, de manière à donner les moyens, ou à se donner les moyens pour accueillir des chercheurs, de manière à apporter cette, pardonnez-moi l'expression, matière première dont ont besoin les chercheurs pour valider leurs innovations. Ça, c'est un élément tout à fait important. Et le malade défiguré est non seulement celui qui, bien évidemment, a besoin de soins, mais de manière à pouvoir bénéficier des meilleures techniques, c'est lui aussi qui va servir de témoin, dans un cadre parfaitement légal, bien évidemment, qui va servir de témoin afin de valider les progrès technologiques que l'on fera dans cet institut. Anne Ferreira, ça veut dire que la Picardie va être au cœur de cette recherche médicale. J'imagine que ça vous fait évidemment extrêmement plaisir et que vous allez soutenir, comme le fait le Conseil régional de Picardie depuis très longtemps. Écoutez, oui, quand le professeur de Vauchel est venu avec ce projet frappé à la porte du conseil régional, on a été très, très attentifs et il nous a semblé vraiment nécessaire et indispensable d'accompagner ce projet, comme nous accompagnons d'ailleurs d'autres projets auprès du centre hospitalier universitaire, et nous avons aussi développé un projet de thérapie cellulaire qui, bien sûr, travaillera parfait accord avec cet Institut Fairfax. Ce qu'on sent, c'est qu'à la fois, on donne une lisibilité à la recherche en Picardie et en même temps, c'est un outil, c'est une réponse aussi à des situations, comme on l'a vu tout à l'heure, des situations humaines tellement difficiles qu'on ne peut que tous se satisfaire, que finalement, d'un côté, l'intelligence, le savoir-faire de quelques hommes et femmes, le partenariat qui va se construire au niveau européen, au niveau mondial, et à côté, les modestes financiers que nous sommes répondent vraiment à un besoin humain et un besoin social. Ça, c'est important pour vous, justement, que ça réponde à un besoin humain et social. C'est une carte en plus, c'est pas simplement quelque chose d'assez froid, entre guillemets. Je pense que l'exposé de M. Duvauchel a bien montré toute cette dimension humaine et nécessaire, et aujourd'hui plus que jamais, je crois. Agnès Delahaye. Justement, je voulais rebondir là-dessus et vous poser la question. Vous avez parlé des partenariats avec les universités, avec l'Université de technologie de Compiègne. Au niveau des sciences humaines et sociales et de la collaboration que cet institut de la face pourrait avoir avec les sciences humaines et sociales, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? On ne va pas revenir sur un engagement personnel de plusieurs années, sur les relations privilégiées que l'on a, aussi bien avec les historiens qu'avec les philosophes sur ces sujets très particuliers. Je voudrais simplement citer ici, de façon anecdotique, une petite association d'universitaires qui s'appelle Guerre et Médecine et qui met en parallèle justement, et je crois que l'actualité rappelait récemment le rôle d'un certain nombre de médecins justement dans l'expérimentation au cours de la Deuxième Guerre mondiale ou au cours malheureusement des techniques d'interrogatoire dans certains pays. Eh bien voilà, nous sommes, nous, extrêmement sensibles à cet aspect des liens de la médecine avec l'ensemble des sciences humaines, qu'il s'agisse de l'histoire, qu'il s'agisse également de la philosophie. On a la chance d'avoir dans notre pays un certain nombre d'anthropologues ou de philosophes qui ont consacré une partie de leur œuvre au visage, notamment. Eh bien, nous apportons bien évidemment notre contribution. Et ce qui est assez curieux, c'est que nous avons découvert, car nous ne le savions pas,
dans la relation que nous avons avec l'Université technologique de Compiègne, où on forme des ingénieurs, on ne s'attendait pas à découvrir un département de sciences humaines qui, justement, est lui aussi totalement impliqué dans, effectivement, le visage. Et donc, on rebondit, vous comprenez. Alors là, on va s'embrasser bientôt. On va en profiter pour avoir une question dans le public. Oui, merci professeur pour cet exposé. En cette période européenne, je vous ai entendu parler du partenariat avec la Société européenne de chirurgie maxillofaciale. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de ce partenariat ou de ce soutien? Est-ce qu'il y a la même tendance en matière de chirurgie maxillofaciale vers de la chirurgie de la face que celle que vous nous avez proposée? Et troisième point, quel est votre rôle personnel dans ce dispositif de recherche européen? Aujourd'hui, on est obligé de penser à l'échelle de l'Europe en termes de progrès médical. La plupart d'ailleurs de nos partenaires industriels, j'allais presque dire malheureusement, sont des partenaires venus d'Allemagne, de Suisse et des autres pays de la communauté européenne. On a du mal à trouver quelquefois en France ceux qui, sur le plan industriel, nous fabriquent les matériels avec lesquels nous travaillons. Alors toute spécialité médicale ou toute spécialité tout court a ce type de société scientifique. Et aujourd'hui, la plus grande société scientifique de chirurgie reconstructrice de la face, c'est cette société européenne de chirurgie crânio-maxillofaciale. Pardonnez-moi, le nom est un peu complexe, mais qui veut bien dire que le visage est entier, n'est-ce pas? Le visage fait un tout et qu'il n'est pas possible de dissocier une partie de la tête d'une autre partie. Alors, la chance a voulu que j'en ai été en 2004 le président. Et c'est à la suite de cette présidence que j'ai pensé qu'il fallait qu'il y ait au sein de ce groupe d'environ 2000 chirurgiens sur les terres de l'Europe, qu'il y ait un département uniquement dévolu à la recherche pour justement fédérer les recherches entre pays. Bien souvent, il y a des redondances, des redécouvertes. Il suffit de regarder un petit peu en arrière l'histoire des sciences ou l'histoire de la médecine pour s'apercevoir qu'on fait quelquefois dans 2 ou 3 endroits différents les mêmes choses ou que l'on redécouvre des choses qui l'ont déjà été antérieurement. Bref, il était nécessaire de fédérer cette recherche et mission vient de m'en être donnée par l'actuel président qui est un collègue de Belgique. Donc ça s'articule bien. Sur l'Europe, on peut aussi ajouter qu'on est à quelques jours, je rappelle, d'élections. L'Europe a participé, elle fait partie de ces partenaires qui vous aident dans la réalisation de ce projet? L'Europe fait partie des partenaires, bien évidemment, dès les premiers jours, j'allais dire. Il y a, sur le plan régional, des fonds européens, n'est-ce pas, qui, d'emblée, ont été dévolus à l'étude, les programmistes, etc. Moi, je ne connais pas très bien tout ce circuit un peu complexe. Avant d'arriver, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les murs et puis ce qu'il y aura à l'intérieur, vous comprenez. Bon, et puis les arcanes pour y arriver, eh bien, je laisse les gens plus compétents s'en charger. Ce qui est certain, c'est que d'emblée, l'Europe s'est intéressée à ce projet et que notre but, bien évidemment, à partir du moment où nous avons vocation de fédérer les centres de recherche européens, et jusqu'à présent les accueils ont été tout à fait favorables, il est clair qu'elle ne pouvait pas ne pas nous aider et que nous irons un petit peu plus haut. Bruxelles n'est pas si loin que cela, Damien, pour que nous puissions disposer de fonds supplémentaires. Alors, on va demander justement à Anne Ferreira. L'Europe, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ça devient important, justement, cet échelon européen dont on dit que les Français ont un peu de mal, justement, à voir toutes ces réalisations. Par exemple, sur ces projets-là, c'est une application concrète? Comme vous venez de le dire, oui, c'est concret parce que d'abord,
il y a bien sûr cette aventure, il y a bien sûr aussi ce projet, mais il y a aussi un besoin de moyens financiers. Et comme l'a dit le professeur de Vauchel, on avait besoin, nous, au Conseil régional aussi, garant aussi de l'utilisation des fonds publics, de pouvoir dire que effectivement c'était faisable d'un point de vue financier, c'était aussi faisable d'un point de vue juridique, et cette étude à laquelle on vient de faire allusion a été en fait financée à la fois par les fonds FEDER. Alors on dit toujours les fonds FEDER, il faut savoir que ce sont les fonds européens, et moi je milite en tant que députée européenne pour qu'on dise à chaque fois que c'est de l'argent de l'Europe et pas forcément ce sigle FEDER, par le Conseil régional et aussi par le CHU, le centre hospitalier, qui se sont dit qu'il fallait déjà faire cette préétude. Derrière, bien sûr, c'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent et pour lequel on va solliciter bien sûr les fonds publics habituels, mais aussi l'Europe, parce que l'Europe, il y a quelques semaines, a voté un projet de directive dans lequel elle entend favoriser la mobilité des patients européens. Je suis à la commission de la santé et je trouve que la valeur ajoutée de cette mobilité des patients européens ne se fera que si on leur permet justement d'avoir accès à des centres d'excellence pour lesquels ils ne peuvent pas trouver de réponse à un niveau local. Donc on entend bien derrière pouvoir aller solliciter à la fois le commissaire en charge des questions de santé et aussi le commissaire en charge des questions de recherche pour lui présenter ce magnifique projet. CHU d'Amiens qui vous a toujours soutenu, qui fait un boulot exceptionnel. On en profite puisque le directeur est là pour le souligner. D'emblée, ça a été dès l'année dernière. Moi, je dis souvent qu'aujourd'hui, nous sommes à 9 mois, un petit peu plus de 9 mois de gestation de ce projet. Et dès les premiers jours, nous avons reçu un accueil favorable. Mais je pense qu'on a le même esprit en avant. Centre CHU universitaire, ça veut dire que vous allez aussi transmettre tout ce que vous avez accumulé, tout le savoir. Et ça aussi, j'imagine que c'est un aspect important de ce travail, de cette première. Il n'y a pas dans le domaine médical, dans le domaine scientifique en général, de recherche sans formation. De la même façon, la proposition inverse est vraie. Il n'y a pas de formation de très haut niveau sans recherche. Revenant sur des rapports qui ont été établis, CHU et peut-être R derrière pour à la fois recherche et régional. Parfait. Des questions ? Oui, d'abord, je voulais remercier pour cette belle présentation, à la fois profonde et esthétique. Et j'appartiens à l'Université de technologie de Compiègne, donc merci de nous avoir non seulement intéressés à ce projet-là, mais je voulais confirmer non seulement notre intérêt, mais aussi notre enthousiasme, parce qu'il n'y a pas seulement que la technologie, comme vous l'avez souligné, il y a aussi les perspectives ouvertes sur l'humanité à travers cette technologie. Et nous sommes convaincus, nous, à l'Université de technologie de Compiègne, que l'humanité se construit à travers la technologie. Et donc, vous offrez une synthèse tout à fait inédite sur la manière de construire une identité à travers une reconstruction fondée sur la technologie. Et vous retrouvez, vous avez montré excellemment qu'il y a cette vieille vérité philosophique, l'identité à soi n'est pas un état, mais une construction et une appropriation permanente. Mais bon, ça c'est un peu de philosophie, donc j'arrête là. Et j'avais une question en fait tout à fait naïve, puisque là je suis abisu dans ces affaires-là. Et je me demandais quel était le nombre de personnes potentiellement dans le besoin de ce type de transplantation. Et puis une deuxième question, c'était un rebours. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques au niveau des donneurs pour pouvoir faire des transplantations faciales? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une transplantation du visage qui est plus compliquée au niveau des contraintes sur le donneur que les autres transplantations? Nous avons reçu 150 demandes de transplantation faciale depuis 3 ans. Nous en avons refusé 95% ou 98%, c'est-à-dire qu'il en reste peu. Nous savons par contre que potentiellement les indications doivent s'élargir, vont s'élargir. Pour l'heure, il faut savoir que tous les mutilés de la face par cancer ne peuvent pas, par définition, bénéficier d'une transplantation, quelle qu'elle soit, à cause justement des effets secondaires du traitement immunosuppresseur. Et donc, et c'est là l'un, par exemple, des buts sur lesquels nous travaillons,
et qui pourrait parfaitement être intégré à IFF, beaucoup d'équipes travaillent pour aujourd'hui essayer de se passer, entre guillemets, d'un traitement immunosuppresseur, autrement dit de créer ce que l'on appelle un véritable chimérisme, la capacité pour notre corps de supporter sans rejet une partie du corps d'un autre individu. Autrement dit, les indications existent, traumatisme balistique, grand brûlé, elles ont besoin d'être aujourd'hui techniquement validées. Autrement dit, il sera sans doute nécessaire, comme pour la main, d'attendre une dizaine d'années, une cinquantaine ou une centaine d'observations pour dire, ben voilà, c'est une bonne indication. Nous pouvons aujourd'hui laisser dans le domaine public la transplantation de visage. Aujourd'hui, en France, il y a 2 équipes qui ont des autorisations avec, en plus de ça, un financement émanant du ministère de la Recherche. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, effectivement, si on peut, à la limite, prendre le rein de n'importe quel donneur pour le mettre à un autre receveur, compte tenu des compatibilités en termes de groupe sanguin, on l'a montré, ou de groupe tissulaire, l'appariement pour la face est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Ça fait quelque temps qu'on s'est posé la question d'une possible transplantation faciale chez l'enfant. Et effectivement, il y a 2 ans, on s'est posé la question, enfant totalement défiguré, peut-on lui proposer une transplantation faciale? Trouverez-vous un donneur? Quand, en France, on a 1200, 1300 donneurs par an, 4500 greffes, tout organe confondu par an, alors que nous en aurions besoin de 3 fois plus. Alors voilà, on se trouve dans cette situation. Rappelez-vous, il a fallu attendre 2 mois et ce ne fut pas long. Des transplantés de la main ont attendu plus d'1 an qu'un donneur conforme puisse effectivement donner une partie de ses organes. Donc il est vraisemblable qu'à l'avenir, sauf peut-être à donner, c'est aussi un rôle qu'on s'oblige à tenir, à donner à chacun un état d'esprit qui fait que spontanément, il acceptera le don de l'organe pour lui ou pour ses proches, eh bien, il est vraisemblable que cette transplantation restera confidentielle. Techniquement, elle est difficile, elle est risquée, il y aura des complications, il y aura des échecs, il y a eu des complications, il y a eu des échecs. Autrement dit, aujourd'hui, nous sommes encore en phase expérimentale. Nous avons beaucoup de domaines de recherche, justement, pour asseoir la technique, étant entendu qu'on élargira vraisemblablement les indications, mais on sera toujours lié au don d'organes. C'est vrai pour le cœur, c'est vrai pour le rein, c'est vrai pour le foie, les poumons, les mains, ça l'est a fortiori pour le visage. Et c'est la raison, permettez-moi de rebondir sans vouloir accaparer le micro, et c'est la raison pour laquelle, justement, dans cet institut de recherche, Madame Ferreira évoquait tout à l'heure l'Institut de thérapie cellulaire. Il est clair que toute la partie recherche de thérapie cellulaire sera faite dans l'Institut Fairfax et qu'actuellement nous travaillons en collaboration avec notamment l'hôpital Saint-Louis pour ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la création à moyen terme de tissus, puis de tissus mis en forme, puis de combinaisons de tissus et pourquoi pas demain d'organes, créés à partir des cellules souches du propre sujet, donc sans problème de rejet, ou à partir des cellules embryonnaires, n'est-ce pas, qui nous permettraient à ce moment-là, mais enfin bon, mais c'est pas de la fiction, hein, c'est de la fiction à moyen terme, hein, n'est-ce pas? Dans la ville de Jules Verne, permettez-moi d'avoir un petit peu... voilà, de me permettre de faire cette projection dans l'avenir, eh bien, la possibilité d'avoir des organes, et à ce moment-là, de se passer de transplantation. D'autant qu'on peut peut-être ajouter une petite chose. Vous avez, de ce qu'on disait juste avant la conférence, vous avez ce désir, ne jamais oublier qu'il y a un patient derrière, et de nos conversations, je me souviens que vous me disiez, il y a aussi
quelque part le devoir de ressemblance. Et quand on voit le greffon sur Isabelle Linoir, et qu'on se dit, voilà, il y a un vrai... on ne peut pas coller n'importe quel visage, n'importe quel greffon sur n'importe quel visage. Il y a quelque chose qui va au-delà simplement de Très exactement. ces Et c'est choses-là. une difficulté supplémentaire, car il faut savoir que les donneurs ne sont pas nécessairement sur le lieu, qu'on ne les voit pas nécessairement, qu'on nous transfère via Internet une photographie, mais la photographie de quelqu'un qui a des tuyaux un petit peu partout, ce n'est pas évident de déterminer s'il y a ou s'il y aura ressemblance. Mais c'est effectivement un critère supplémentaire d'appariement qui doit rentrer en ligne de compte. Limite d'âge, couleur de peau, phototype, épaisseur de peau, consistance et effectivement un certain degré de ressemblance dès lors qu'on touche aux structures cartilagineuses ou osseuses. Oui, juste deux petits points. Le premier sur la question du don d'organes, pour dire que ce n'est pas non plus une fatalité et qu'au niveau européen, d'autres pays, et notamment l'Espagne, ont un nombre de donneurs beaucoup plus important parce qu'ils ont développé aussi une politique d'accompagnement psychologique et de préparation, notamment en milieu hospitalier, et qu'on peut aussi réfléchir, nous, au niveau national, à mener une pareille politique pour répondre aux nombreux besoins, alors que ce soit là aujourd'hui dans le domaine de la reconstruction de la face, mais comme vous l'avez cité aussi, dans l'ensemble des domaines pour lesquels nous avons besoin de dons d'organes. Et le deuxième point que nous n'avons pas encore eu l'occasion de citer, c'est aussi la présence d'une biobanque juste à côté du CHU et qui bien sûr va aussi travailler en partenariat avec l'Institut et de faire face et aussi avec la plateforme de thérapie cellulaire. Donc tout ça, ça s'emboîte bien et ça fait des partenaires potentiels pour l'avenir, non? Partenaires obligés, et bien évidemment, oui, on ne pourra pas se passer l'un de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ah, je vois au fond une jeune femme. Micro vert. J'aurais une question administrative. En fait, c'est est-ce que vous pouvez nous dire au niveau national, comment on autorise l'acte de la transplantation? Est-ce qu'en fait c'est le même processus que d'autres organes ou est-ce qu'il y a un processus qui est vraiment spécifique pour la greffe du visage? Alors aujourd'hui, les choses sont parfaitement claires. À l'époque, les choses ne l'étaient pas puisqu'il y a en France un comité consultatif national d'éthique médicale qui avait été interrogé en 2004 et qui avait émis un avis extrêmement réservé en disant non, touchez pas à ça, c'est trop dangereux, ça n'en vaut pas la peine. Exception faite du triangle nez, lèvres, menton, et à condition que ça s'inscrive dans quelque chose de parfaitement cadré en termes d'essais cliniques. Et nous trouvions, nous, là, très exactement dans, pardonnez-moi l'expression, ce cas de figure ou ce cas de défiguration. Et il a fallu, à ce moment-là, entreprendre des démarches. En France, le cadre est assez rigide, mais les gens que l'on côtoie sont intelligent. Autrement dit, on va quelquefois au-delà de la rigidité du cadre, où on arrive à assouplir un petit peu le cadre. Autrement dit, il y a en France ce qu'on appelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Avec les experts de cette agence, nous avons eu à discuter pour valider notre projet, montrer son bien fondé et montrer que nous étions solides scientifiquement. Et au départ, notre projet boitait un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette transplantation en collaboration avec un service d'immunologie et de transplantation de Lyon. Voilà. Et aujourd'hui, notre projet qui est sous-tendu par, comment dirais-je, un projet de recherche dûment validé par le ministère de la Recherche est repassé devant cette agence et a reçu l'approbation de l'agence. Voilà. Toute innovation, toute recherche médicale aujourd'hui doit faire l'objet d'une validation par cette agence et également d'une présentation devant ce qu'on appelle le comité de protection des personnes dès lors qu'on agit sur le patient. Une sécurité supplémentaire. Encore une question ? Oui, professeur, un petit peu dans le prolongement de la question qui vient d'être posée. Donc en réalisant cette première, vous avez fait reculer les limites de la science et de la technologie dans le domaine médical. Et vous avez donc franchi un pas en matière d'évolution spectaculaire, si je puis dire.
La question est, par rapport à cela, quelle est la prochaine étape? Alors, au-delà des prolongements que vous avez mentionnés tout à l'heure dans le domaine de l'immunologie en particulier, quelle est l'étape à laquelle on peut maintenant s'attendre et quels sont les verrous technologiques qui seront sur cette route-là et comment pourra-t-on les lever? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut valider la transplantation. La taille importe peu. Il y a par contre des segments du visage que l'on ne sait pas reconstruire ou dont on craint que, ayant été reconstruit, il ne soit pas fonctionnel. Alors, c'est un peu compliqué. Si vous transplantez la totalité d'une paupière, il est vraisemblable qu'elle ne fonctionnera pas normalement après, alors que si vous transplantez les muscles autour des lèvres, eh bien les lèvres vont fonctionner normalement après. Il y a donc là quelques hypothèques ou quelques blocages techniques que l'on va s'attacher à lever. Il y a l'intégration des structures osseuses dans le transplant. Alors là, c'est un élément tout à fait intéressant parce que, comme les choses sont passées rapidement sur les images que j'ai montrées, la première transplantée a bénéficié d'une infusion de cellules souches de moelle osseuse. Autrement dit, notre arrière-pensée, enfin, c'était celle de nos collègues immunologistes, était, de manière à éviter le rejet, car la peau a une très mauvaise réputation, était d'injecter des cellules de la donneuse de façon à essayer de créer un nano, micro, crypto-chimérisme, enfin peu importe le terme que vous voudrez bien accoler, autrement dit de faire en sorte que la receveuse accepte mieux le transplant. Demain, nous allons apporter des structures osseuses, on va refaire une face avec la mandibule ou avec... voilà. Et donc, dans quelle mesure les cellules souches qui sont contenues dans la moelle osseuse de ces os ne vont-ils pas, et ils vont, enfin ces cellules vont nécessairement passer dans la circulation sanguine de la receveuse et peut-être, à ce moment-là, auront-elles la possibilité d'induire un chimérisme spontanément. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train justement d'entreprendre une étude de manière à évaluer la quantité de cellules souches spécifiques que contient la mandibule en l'occurrence, mais ça n'est pas très facile à monter. Cette manip, pour parler langage scientifique, n'est pas très facile à monter, indépendamment de tous les obstacles que l'on peut rencontrer avec l'AFSAPS ou le comité de protection des personnes par ailleurs. Voilà. Et petites étapes par petites étapes. Même si de temps en temps on a l'impression de franchir un grand pas parce qu'on a levé un tabou, techniquement, la transplantation faciale n'est pas plus compliquée que la transplantation du deuxième orteil pour remplacer le pouce de la main. Or, cette intervention de transplantation d'orteil ou de replantation d'orteil, n'est-ce pas, est une intervention qui est réalisée depuis maintenant une quarantaine d'années. Voyez-vous, mais ce sont les petits progrès de tous les jours qui, à un moment donné, nous permettront de faire un grand progrès supplémentaire. Ce qui est certain, c'est qu'à terme, la transplantation, quel que soit l'organe, quelle que soit la partie du corps, n'est sans doute pas la voie d'avenir. La voie d'avenir, c'est celle un petit peu, enfin, je ne voudrais pas reprendre comment dirais-je, des théories philosophiques comme le vitalisme à un moment donné. On a parlé de Limaçon tout à l'heure, enfin reprenant la phrase de Voltaire, mais nous en sommes là à partir d'une cellule souche humaine indifférenciée ou peu différenciée, arriver à reconstruire l'organe. Ça, c'est l'énorme challenge auquel nous sommes confrontés, et c'est pour ça que fort, comment dirais-je, de cette magnifique aventure chirurgicale, nous voulons y adosser, n'est-ce pas, cet institut qui, lui, va travailler, j'allais presque dire, pour balayer cette aventure chirurgicale ou la faire passer du côté des livres de l'histoire. Pas d'autres questions dans la salle?
En tout cas, c'est sûr que c'est une aventure, cet institut qu'on va suivre. On vous aidera, on fera appel en tout cas, on a bien compris, maintenant tout l'enjeu, ça va être de donner une réalité à cet institut. On a bien vu qu'il y avait de grandes espérances et de grandes choses à attendre de cet institut. Peut-être un mot de la fin ? Juste un dernier mot pour dire qu'on a tous compris aujourd'hui que cet institut était à la fois un projet, un aboutissement et en même temps un point de départ pour d'autres aventures et qu'il ne faut pas aujourd'hui qu'on puisse louper le coche. Et on entend bien que la réalisation de ce projet puisse se faire donc pour 2012, si j'ai bien compris. Parfait. Merci à vous tous.